Nouveau rendez-vous de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Voici tout de suite le sommaire. Le Congo-Brazzaville, la Guinée, le Mali et le Niger vont dédier une partie de leurs revenus du pétrole, de l'or, du phosphate et de l'uranium à la lutte contre la malnutrition infantile. L'édition 2015 du rapport mondial sur la compétitivité du Forum économique mondial a été publiée. Le top 10 des économies africaines les plus compétitives à découvrir dans cette édition. Au Zimbabwe, le gouvernement a interdit l'importation de vêtements de seconde main. Cette mesure qui vise à éviter un impact négatif sur les entreprises locales est décriée par les commerçants. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le Congo-Brazzaville, la Guinée, le Mali et le Niger ont convenu d'orienter une partie des revenus de l'État provenant du pétrole, de l'or, du phosphate et de l'uranium vers les Nations Unies afin de lutter contre la malnutrition infantile. Le programme dénommé Unite Life, qui sera géré par l'UNICEF, a été annoncé au dernier rassemblement annuel de l'ONU des dirigeants internationaux à New York. 0,01 $ de chaque baril de pétrole et 0,6 $ de chaque gramme d'or servira à payer les suppléments. Le programme, qui devrait réunir environ 100 millions de dollars par an, pourrait démarrer à partir de 2017. Rappelons qu'éradiquer la faim constitue l'un des 17 objectifs de développement durable lancés par l'ONU vendredi dernier. L'édition 2015 du rapport mondial sur la compétitivité du Forum économique mondial a été rendue publique mercredi dernier. On constate que sur le continent africain, le top 10 des pays les plus compétitifs n'a pas beaucoup évolué depuis 2014-2015. Je vous propose à travers ce reportage de découvrir la liste des pays africains les mieux classés et ceux qui ont enregistré de fortes progressions depuis 2014. Le Forum économique mondial a publié mercredi son rapport 2015-2016 sur la compétitivité dans le monde. En Afrique, Maurice reste l'économie la plus compétitive en tête du top 10 du continent, suivi de près par l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Botswana. Le Maroc, en 5e position, reste le pays nord-africain le mieux classé du continent. Viennent ensuite la Namibie et l'Algérie en 6e et 7e position. La Côte d'Ivoire, qui tient la 8e place de ce top 10, a réalisé la plus forte progression en Afrique depuis l'an dernier en gagnant 24 places. Respectivement 9e et 10e, la Tunisie et la Zambie referment ce top 10 des économies les plus compétitives de l'Afrique. Toujours selon ce rapport du Forum économique mondial, l'Afrique subsaharienne continue d'enregistrer des taux de croissance proches de 5%, mais la compétitivité et la productivité restent toujours faibles. Créé en 2004, l'indice mondial de la compétitivité évalue la compétitivité économique d'un pays en fonction de certains indicateurs nationaux, notamment l'environnement macroéconomique, la qualité des institutions et celle des infrastructures, l'éducation, l'efficacité et la taille des marchés, le développement technologique et l'innovation. Au Zimbabwe, c'est la désolation dans le rang des commerçants des vêtements de seconde main. Le gouvernement a en effet annoncé l'interdiction d'importer désormais ces articles dans le pays. Raison évoquée, des risques pour la santé et un impact négatif sur les entreprises locales. Suivons ici quelques commerçants qui expriment leur désapprobation. S'ils nous empêchent d'acheter ces vêtements, alors ils devraient faire pareil avec ceux qui importent de nouveaux vêtements parce que nous traversons tous la frontière. Je ne crois pas que nous allons survivre. Ça va être très difficile pour nous parce que beaucoup de gens vivent grâce à ce commerce de vêtements de seconde main et je pense que ça va inciter beaucoup de voleurs dans le pays parce qu'il n'y a pas de travail. Si tu rentres dans un magasin et que tu dis je veux ce t-shirt, on vous dit c'est $30 ou $40. Mais ici c'est juste $1,5 et c'est abordable.
Pour protéger les entreprises locales, le gouvernement devrait d'abord s'assurer que les vêtements sont vendus au juste prix et améliorer la production. Quand ils seront sûrs que les gens peuvent s'offrir ces choses, on n'aura pas de tels problèmes où des gens importent des vêtements de seconde main. Beaucoup de gens sont dépendants de ces vêtements pour vivre, donc s'ils les interdisent complètement, ils seront vraiment affectés. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est que ces vêtements vont continuer d'être introduits dans le pays. Intéressons-nous à présent à un petit vin blanc bon marché qui acquiert progressivement ses lettres de noblesse en France. Il s'agit du Muscadet, un vin qui n'a rien à envier aux crus les plus prestigieux. Déjà 4 ans que Thierry Martin peut servir fièrement son gorge, l'une des rares appellations de Muscadet officiellement reconnue. De quoi redorer le blason de ce vin blanc longtemps méprisé. Aujourd'hui, moi-même, vigneron du Muscadet, j'ai pas honte de mettre en avant nos crus par rapport à un Chablis ou à un Grand Bourgogne blanc. Hein. On a des vins qui rivalisent avec les plus grands vins du monde aujourd'hui, par le biais de nos crus. Des crus que Thierry Martin et d'autres vignerons du pays nantais se sont battus pour voir reconnaître. En 2011 victoire, 3 appellations communales sont officielles, le Clisson, le Gorge et le Palais. Fini le petit vin blanc mal aimé, voilà des crus que l'on peut garder en cave au moins 10 ans, au prix de pas mal de contraintes et d'un cahier des charges hyper strict, rendement plus faible, élevage plus long, mais ça valait le coup. Aujourd'hui, on manque même de production. Donc la preuve en est que finalement il y a un engouement sur le Clisson et puis on a une clientèle finalement qui serait pas venue pour acheter du Muscadet parce que c'est pas forcément le vin qui leur correspond et le Clisson quand ils viennent pour le Clisson, ils viennent chercher le Clisson. Un succès que d'autres vignerons aimeraient aussi connaître, comme Jean-Yves qui se bat pour son label. C'est plus facile pour la commercialisation parce que c'est un produit pour la clientèle particulière, mais aussi on essaie de développer ça avec les cavistes, la restauration. Une fois que c'est reconnu, ils savent, ils pourront dire que c'est une appellation mousillontière. Donc c'est beaucoup plus... Et parce que ça fait 15 ans qu'on est sur la démarche, donc on voudrait bien arriver au bout. Le Mousillon-Tillières et 3 autres crus, comme le Goulaine, espèrent obtenir ce sésame l'année prochaine. Le haut niveau sur l'agriculture et l'agroalimentaire se tiendra du 21 au 23 octobre prochain à Dakar, au Sénégal. De quoi sera-t-il question lors de cette rencontre de Dakar? Nous en parlons tout juste après cette courte transition. Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Crépi. Alors Dakar accueille très prochainement une conférence sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Exactement, la capitale sénégalaise va accueillir les gouvernants, les têtes pensantes même de la politique agraire sur le continent pour réfléchir, voir dans quelle mesure relancer ce secteur-là, ce secteur qui aujourd'hui a montré ses limites en termes de sécurité alimentaire déjà sur le continent. Donc il va falloir que ces différentes couches de la production puissent se voir, harmoniser les points de vue et surtout se regarder en face et dire une certaine vérité afin de pouvoir relancer le secteur agricole du continent. Alors quels sont les objectifs de cette rencontre? Oui, déjà il faut dire que comme premier objectif, il s'agira de revoir le plan stratégique de relance de l'agriculture sur le continent. Vous n'êtes pas sans savoir que ce continent regorge d'assez d'atouts, mais aujourd'hui, force est de constater que l'Europe, l'Amérique et puis l'Asie continuent pas déverser sur le continent leurs céréales, surtout en termes de riz. Le continent africain continue par importer du riz de la Thaïlande, de la Chine, du Japon et autres. Donc il va falloir aujourd'hui réfléchir sur un mécanisme pouvant permettre de nourrir les 1,5 milliard de population au quotidien. L'autre chose, c'est de voir dans quelle mesure aujourd'hui associer les grands moyens à la production agricole, c'est-à-dire comment faire pour industrialiser la production agricole et certainement voir comment faire pour y ajouter de la valeur. Alors tout ça combiné forcément donnera de la matière durant les 3 jours que va durer cette conférence. Alors Casimir, dites-nous quels sont les participants attendus à cette rencontre de Dakar? Alors, il y a au niveau du sommet des États, il y a les ministères des Finances qui sont attendus, il y a les ministères de l'Agriculture, il y a les ministères du Commerce et il y a aussi les structures faîtières de gestion
de l'agriculture, à savoir les chambres d'agriculture de ces pays ou les chambres de commerce de ces différents pays. Les 54 pays sont invités. Maintenant, il y a ceux qui ne sont pas en train de confirmer ce rendez-vous-là. Mais toujours est-il que voilà la matière grise qui sont attendues pour ces conférences. Il y a aussi les entreprises, le secteur privé est attendu à ce grand rendez-vous-là. Il y a aussi les partenaires techniques et financiers, ceux-là même que l'Afrique, ceux-là à qui l'Afrique tend la main pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc voilà, entre autres responsables attendus à cette table-là. Alors Casimir, sur le continent, le constat est que souvent il y a des rencontres, il y a des colloques, mais les recommandations souvent, on ne sait pas toujours les retombées que cela apporte, parce qu'on a comme l'impression que ces recommandations dorment dans les tiroirs. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'un colloque avant de prendre de grandes résolutions pour se pencher sur les questions agraires, comme vous le dites, sur le continent africain? Merci Crépi, je crois que la question est bien posée et moi, si vous voulez l'avis personnel, je dis on n'a pas besoin de se réunir à Dakar aujourd'hui pour développer l'agriculture sur le continent. Chaque pays dispose d'un plan de réforme de l'agriculture. Chaque zone géographique du continent dispose d'un plan pouvant lui permettre de faire face déjà à sa production agricole. Il y a déjà que, par exemple, les États ont pris l'engagement de mettre à la disposition de l'agriculture 10% de leur budget national annuel, mais jusqu'à présent, rien n'évolue. Alors, a-t-on forcément besoin d'aller se réunir d'abord quelque part à Dakar avant de mettre en pratique ces recommandations? Pas forcément. Aujourd'hui, les dirigeants africains doivent se regarder en face et dire si effectivement ils veulent nourrir le continent ou bien s'ils veulent toujours tendre la main à l'extérieur. C'est là la véritable question. Quand vous prenez un pays comme le Bénin, par exemple, on n'a pas besoin d'aller à ce colloque-là avant de mettre en application tout ce que nous avons comme plan de relance du secteur agricole. Donc moi, je trouve que c'est une rencontre de plus. Il va falloir se regarder en face et dire véritablement qu'est-ce que nous voulons faire de cette opportunité que Dieu nous a donnée, parce que ça fait 1,5 milliard de personnes à nourrir par jour. Donc il y a du boulot pour le continent. Donc on n'a pas forcément besoin de ça. Alors bon, certainement qu'il y a d'autres partenaires. Peut-être que cela participe à l'intégration agraire. Qui sait, l'intégration agraire, mais ça ne doit plus être sur papier aujourd'hui. Il faudrait que les dirigeants africains aillent sur le terrain pour travailler. Vous avez aujourd'hui la question de la modernisation des outils de production. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller se retrouver au Sénégal avant de dire, bon, ben, pour tel sol, nous avons besoin de telle catégorie d'appareils. Nous avons tous ces documents-là sont disponibles au niveau de nos États. Donc je crois que le véritable problème ici, c'est l'engagement, c'est la volonté de nos dirigeants de choisir les priorités en termes de développement. Et je crois aujourd'hui que chaque pays, sur les 54, chaque pays doit pouvoir dire moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela, voilà mes potentialités et voilà mes limites. Donc je crois que cette rencontre, est opportune, mais n'est pas nécessaire pour la relance du secteur agricole. Alors,